Bonjour à tous, ici Thomas Moody et aujourd'hui je vais vous parler de Valparaiso de Sergio Larraín. Valparaiso c'est quoi? Valparaiso c'est ça. Un petit livre, mais qui contient beaucoup de choses. Il y a des paris que l'on sait d'avance que l'on va gagner, et je ne sais pas pourquoi, acheter Valparaiso en était un. Même avant d'avoir lu le livre, je savais que ça allait déjà être un sacré morceau, sans doute à cause de sa réputation. Je n'ai lu le livre que quelques mois après l'avoir acheté, et je l'ai laissé un peu de côté, un peu comme une bonne bouteille qu'on attendrait pour la boire. Et je n'ai pas été déçu. C'est sans doute un ouvrage qui me marquera longtemps et qui restera dans ma tête comme un des piliers de ma culture. C'est pour moi une référence incontournable, Valparaiso a été un choc. La seule déception que j'ai, c'est que quoi que je fasse, dans cette vidéo, je ne pourrais vous donner qu'un petit aperçu de la poésie et de la magnificence de ce livre. Pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir, comme d'habitude, je mets un lien dans la description et nous on va démarrer son analyse. Pour comprendre ce livre, il est nécessaire de comprendre sa genèse et son parcours. On n'est pas dans le schéma classique du type « je travaille sur un projet, j'édite les photographies, je fais un livre ». Le projet était beaucoup plus chaotique que ça et c'est en grande partie lié à la personnalité de Sergio Larraín. Sergio Larraín est né en 1931 à Santiago et il n'a pas 20 ans quand il quitte son Chili natal pour rejoindre la Californie, où il va mener des études d'ingénieur forestier, puis se diriger vers la photographie. C'est à ce moment-là qu'il commence à photographier les rues de Santiago et de Valparaiso. Petit à petit, il devient photographe professionnel, s'installe à Paris en 1959, et Henri Cartier-Bresson le fait rentrer chez Magnum, la fameuse agence photographique dont on parle assez régulièrement. Il va réaliser pendant 2 ans des reportages pour l'agence, notamment en Italie sur la mafia, et aussi en Algérie. Ce travail lui plaise beaucoup, notamment à cause de son aspect commercial. Il considère qu'en faisant ça, il y perd son âme. Je vous avais pas prévenu, mais Sergio Larraín, c'est un cas un peu particulier quand même. Il dira d'ailleurs à propos de ce travail dans ses lettres qu'il se sentait comme un peintre à qui on aurait demandé de faire des posters. Il n'apprécie pas non plus le comportement des photojournalistes qui sont prêts à tout pour ramener la bonne image. C'est en 1961 qu'il retourne au Chili à la Valparaiso et qu'avec Pablo Neruda, un célèbre écrivain, il commence son travail sur les villes de Valparaiso. Ces photographies seront publiées par le magazine Du Atlantis en 1966 puis tomberont totalement dans l'oubli. Fini. En effet, c'est aussi lié à son comportement. 2 ans après la publication, en 1968, il commence à se retirer du monde pour se consacrer au yoga et au dessin. Cet intérêt pour la méditation qu'il avait commencé à développer dès sa jeunesse aura un impact assez fort sur son travail, car ça influence beaucoup sa philosophie et sa vision du monde. À partir des années 70, et sans renier ce qu'il avait fait en travail photographique, il demande à ce qu'on arrête la diffusion de ces images pour qu'il puisse se concentrer sur la méditation. À partir de là, il vit retiré dans les montagnes chiliennes et ne fait que très peu de photographies, juste d'instantanés des moments de son quotidien. Il écrit aussi des haïkus, des petits poèmes japonais et des pamphlets écologistes. C'est un écologiste assez virulent. Au début des années 90, il se laisse convaincre de publier son travail qui s'appelle du coup Valparaiso, avec une maquette faite par Xavier Barral, qui est un de mes éditeurs préférés. J'adore le travail de cette maison d'édition, même si Xavier Barral est décédé l'année dernière, il faisait un super travail. Et sous la direction d'Agnès Cyr, qui est la présidente de la fondation Henri Cartier-Bresson, et avec lequel il échangeait régulièrement sur son travail. C'est de là que vient ce livre, il a écrit Xavier Barral. Une exposition à cette occasion organisée à Arles, elle rencontre son petit succès, mais Sergio Larraín déteste ça et trouve que le succès est vain, et ça a plutôt tendance à l'accabler qu'à lui faire plaisir. Pour le résumer, la course au like, c'était pas du tout son truc. 2 ans plus tard, il reprend la maquette de ce livre, ressort des photographies plus anciennes qui n'avaient pas été inclus et des photographies plus récentes, qui ont été prises dans les années 60 et les autres dans les années 90, et retravaille la maquette de ce livre. Dans cette nouvelle version de l'ouvrage, qui est celle-ci en fait, il ajoute aussi des notes personnelles qui partagent sa philosophie et sa vision du monde, transformant l'ouvrage en quelque chose qui est assez proche d'un journal intime au final. L'ouvrage regroupe tout ce que Sergio Larraín aimait de cette ville, qu'il a arrêté de photographier en 1992. À partir de ce moment-là, il considère la ville comme étant un monde perdu, qui est un reflet du monde qui est immonde selon ses propres termes. Il demande à partir de ce moment-là que plus rien ne soit publié en son nom de son vivant. Et la version que je vous présente, c'est le résultat de ce travail-là. C'est la version revue, augmentée avec les notes de Sergio Larraín, qui est la plus proche possible de ce qu'il souhaitait. Le livre présente bien évidemment ses photographies qui étaient déposées chez Magnum, ainsi que les textes de Pablo Neruda. Les éditeurs ont appliqué à la lettre ces consignes. D'ailleurs, en parlant de lettres, les échanges entre Agnès Cyr et Sergio Larraín sont mis à la fin de l'ouvrage, et on peut un peu assister à tous ces échanges autour de ces images. Dans cet ouvrage, le texte a d'ailleurs une place essentielle. Il ne s'agit pas de commenter les images. D'ailleurs, les images en fait ne sont même pas légendées. Souvent, il n'y a que leur numéro et la date est mise à la fin de l'ouvrage. On ne sait pas où elles ont été prises, dans quel contexte, qui est dessus, etc. C'est jamais expliqué. C'est pas à ça que sert le texte dans le livre. Ici, le texte contrebalance l'image. Ils agissent l'un sur l'autre, mais en parallèle. Et ils se répondent l'un l'autre, sans pour autant s'expliquer l'un l'autre. Qu'il s'agisse des textes de Pablo Neruda, des notes dactylographiées ou de pamphlets sur l'écologie, à chaque fois, ils nous font analyser et percevoir les images autrement. L'équilibre entre les deux, le texte et l'image, est parfaitement réussi. Je vous avais dit que j'avais aimé le bouquin. Et pour moi, le livre est d'un point de vue éditorial proche de la perfection. Dans ce livre, vous trouverez 3 sources de textes différentes. La première est
une nouvelle de Pablo Neruda, où on suit un vagabond qui se balade dans la ville au gré de ses rencontres. Elle est magnifiquement bien écrite. C'est tellement bien écrit qu'on sent presque la fraîcheur du vent marin pendant qu'on lit le texte. La deuxième source de texte sont les notes manuscrites de Sergio Larraín, qui consistent principalement en des réflexions sur le temps présent et la poésie. Et la dernière source de texte sont des textes plus travaillés sur la méditation et l'écologie. D'ailleurs, pour Sergio Larraín, les deux sont liés dans ses têtes. Il y a d'ailleurs à la fin de l'ouvrage un petit essai qui s'appelle « Réenchanter la planète » sur le sujet. Ce qui est bien en mélangeant autant de textes différents et de photographies, c'est qu'on est vraiment très très proche de la pensée de l'auteur. C'est un livre qui est vraiment intime. En ça, il est assez proche par exemple de ce qu'a pu faire Robert Frank sur les Américains, avec toute la photographie qu'on appelle Stream of Consciousness, en anglais le flux de conscience, où on est très proche de la pensée de l'auteur. C'est vraiment... On retrouve vraiment cet esprit dans ce livre-là. Après, je pense pas que Frank ait influencé Larraín, etc. C'est juste constater qu'il y a des façons de faire qu'on retrouve assez régulièrement dans la photographie. La photographie de Sergio Larraín dans ce livre est assez inclassable. Après avoir lu le livre, je sais pas si j'ai vu du documentaire, du fine art, de la belle image à l'américaine, ou tout simplement de la photographie naturaliste, parce que la nature tient une grande place dans l'ouvrage. C'est vraiment un petit peu un ovni au milieu de tous ces genres photographiques. Il y a peut-être une citation de Larraín qui peut nous éclairer sur ses intentions dans le livre. Je vous la mets à l'écran. « Dans vos mains, une boîte magique, vous marchez en paix, conscient dans le jardin des formes. » Je pense que là se cache sans doute l'intention de Larraín et ce qu'il veut faire avec sa photographie. Il se promène dans cette ville de Valparaiso comme dans un jardin et il cueille les formes qui l'intéressent. Concernant l'originalité de la photographie de Larraín, elle se situe plus du côté du choix de ses sujets que de la technique. Au final, techniquement, ces images sont assez classiques, et la seule technique qu'il emploie de façon un peu créative et récurrente, c'est une faible profondeur de champ pour mettre en avant ses sujets. Mais sinon, c'est plus sur la composition et le choix de ces sujets qui va vraiment exceller. Alors je vais vous montrer quelques images, on va commencer par les escaliers. Il y a énormément d'escaliers dans ce livre. Je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs. C'est un élément qui revient très souvent, mais je pense que c'est plus lié à la nature de la ville qu'à un message artistique particulier qu'aurait voulu faire passer Larraín. Leur présence est d'ailleurs aussi évoquée dans le texte de Neruda. Ils font vraiment partie de l'identité de ce lieu. La nature est aussi très présente dans l'ouvrage. On voit des plantes qui poussent sur les balcons ou sur les trottoirs, et je pense que c'est assez lié au souci écologique de Larraín de montrer que la nature peut être présente en ville et a quand même sa place parmi nous. Les animaux sont aussi très présents, que ce soit les chats ou les chiens, et presque plus que les humains. Et honnêtement, j'avoue ne pas avoir compté le nombre de chaque dans le livre. Plus que le choix de ses sujets ou de sa technique, ce qui m'a vraiment plu dans l'ouvrage de Larraín, c'est son côté, on pourrait dire, à côté de la plaque. Mais pas dans le sens négatif du tout. On a toujours l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport à la réalité quand on regarde ces images. Comme si on était là et pas vraiment là en même temps. Le décalage n'est pas là parce que les images sont ratées, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et ça nous met pas du tout mal à l'aise, comme ça peut être le cas dans certaines photographies de par exemple Araki qui sont assez dures et violentes. Le décalage dans ces images, il est presque joyeux, naïf, candide. Quand on voit ces photographies, on se dit tiens, il a photographié ça, c'est marrant, je l'aurais peut-être pas fait, pas comme ça, enfin c'est ça, on est toujours l'impression d'être un peu à côté de ses pompes quand on regarde la photographie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais on va prendre un exemple pour vous montrer. Sur cette photographie, on croirait presque, par exemple, qu'il s'agit de la même fillette, qui est présentée 2 fois à cause d'un effet d'optique dont on saisit mal les tenants et aboutissants. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus cartésienne. Elles sont 2, mais cela suffit à créer ce sentiment d'étrangeté dont je vous parlais à l'instant. C'est aussi quelque chose qui est visible sur cette image. Bien qu'on réussisse à identifier le sujet, un homme descend un escalier en tenant une rampe, la composition très graphique tend vers l'abstraction et nous éloigne, comme je vous le disais, de la réalité. Il y a aussi très peu de présence humaine dans ces photographies, très peu de regard direct avec la caméra. De toute façon, on ne sait jamais qui sont les gens qui sont présentés et quelle était leur place dans la vie de Sergio Larraín. Comme je vous dis, il y a toujours un peu ce sentiment de, voilà, on est là, pas vraiment là, on le suit, il y a vraiment cet aspect méditatif et d'appréciation du temps présent. Ironiquement, la ville de Valparaiso n'apparaît jamais dans son ensemble sur les photographies du livre qui porte son nom. Comme si elle n'avait pas vraiment besoin d'être là pour être là, comme si elle n'était pas vraiment le sujet ou qu'elle avait besoin de la présence d'un autre élément pour être montrée. Dans son livre, Sergio Larraín travaille beaucoup plus sur l'esprit des lieux, le sentiment qu'on a à y vivre, à y être, à y habiter, etc., à y être vraiment dans le temps présent, qu'une description purement factuelle et documentaire de la ville. D'ailleurs, après avoir retourné ce livre dans tous les sens possibles et imaginables et l'avoir lu, relu, re-relu, revu, etc., parce que je l'ai vraiment énormément apprécié, je me demande si la réponse à l'intention de Sergio Larraín ne se trouve pas dans une de ses citations. Des fois, les citations manuscrites sont un petit peu abscons, on a du mal à savoir où il veut en venir, etc., et des fois, elles sont très claires, et je vais vous en lire une. Alors, je vous l'affiche en anglais et en français, mais ça dit « Le présent est le but, pas une échappatoire, mais le but ». Une autre, un peu plus loin, dit « Ne vous pressez pas ». Et enfin, une dernière dit « Pas le temps,
le présent. Ainsi, Larin, par ses photographies, nous invite à être présent dans l'instant, et c'est aussi quelque chose qu'il développe, c'est aussi cette philosophie-là qu'il développe dans le livre par ses écrits. Et c'est lui aussi ce qu'il fait dans la ville. Ce n'est pas un vagabond qui erre de rue en rue sans trop se poser de questions, en juste regardant ce qui se passe. Il est présent, conscient à chaque instant, à chaque fois qu'il monte un escalier, à chaque fois qu'il regarde dans la rue ce qui l'entoure, etc. Il est conscient et présent tout le temps, et c'est ce qu'il retransmet par sa photographie. Et c'est un véritable art de voir tout, d'en garder la poésie et la beauté, et de ne pas se formaliser du passé ou de l'avenir. Et c'est pour ça que les images sont pas légendées, je pense, et parce qu'elles sont futiles et qu'elles n'ont pas de sens, parce qu'il s'agit pas de vous retransmettre ce que lui il a vécu à ce moment-là, et de vous mettre, vous, dans son passé, parce que les photographies sont dans son passé, mais au contraire, vous aussi de vous inviter à être là, maintenant, dans le temps présent, en contemplant ces photographies pour ce qu'elles sont tout de suite. Il faut en apprécier la lecture maintenant plutôt présent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le troisième un peu photographe, entre guillemets, oublié dont je parle, avec Ernst Haas et Louis Forer. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format, si vous aimez les photographes un peu inconnus comme ça, que j'allais déterrer des trucs et sortir un peu des carcans. Je pourrais continuer à le faire si par exemple ça vous plaît. Moi je trouve ça toujours très agréable à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et penser à vous abonner. Vous pouvez aussi la partager pour faire découvrir autour de vous le travail de Sergio Larin, parce que moi je m'en lasse pas, donc il y a peut-être des chances que ça plaise à d'autres gens. Et je vous mets dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit, vous n'avez qu'à cliquer pour le télécharger. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.